Ce que vous voyez surtout, c'est que les 20 prochaines années sont indifférenciées, quel que soit le scénario que nous suivons en termes d'émissions, la trajectoire de température est exactement la même. Ça, c'est la conséquence de la durée de vie du CO2 dans l'atmosphère. Les 20 prochaines années sont déjà écrites du point de vue du climat, quoi que nous fassions sur les émissions. Donc à partir du moment où on commence à s'agiter sur la baisse des émissions, on travaille pour dans 20 ans. On est obligé de s'y coller à un moment ou à un autre. Mais il y a 20 ans de décalage entre le moment où on commence à prendre le médicament et le moment où ça commence à avoir un effet sur la maladie. Et dans les 20 ans qui nous séparent du moment où ça commence à avoir un effet, de toute façon, les conséquences empirent. Ce décalage temporel, il est évidemment extrêmement cruel et désagréable, mais c'est un fait. 2 degrés, on va les avoir très probablement dès 2040. C'est une question de moyenne de température, que la signification d'1 degré en moyenne, ça n'a rien à voir avec les variations de la météo. Avec 2 degrés, on pourrait avoir des températures qui vont avoisiner en France les 50 degrés. Et ça, dès 2040. Alors les 50 degrés, on les a maintenant régulièrement en Inde, dans des villes, et pas du tout dans des déserts. Et puis, il faut bien penser qu'entre 40 et 45 degrés, toutes les plantes cessent la photosynthèse. Et que 2 degrés, en fait, c'est le plafond de température qu'on n'a jamais excédé pendant les 2 600 000 ans qui nous précèdent. Dépasser les degrés, c'est sortir de la zone d'adaptation, de confort de toutes les espèces qui vivent sur Terre. Ce rapport, il nous explique que l'adaptation, elle est nécessaire, mais qu'en fait, elle ne peut pas résoudre tout, et qu'au-delà d'un certain degré de réchauffement, elle devient complexe, voire impossible. Et ce degré de réchauffement, il est fixé entre 1,5 et 2 degrés, donc pas du tout notre trajectoire actuelle. À noter qu'à l'avenir, les effets du changement climatique, en particulier avec les événements climatiques extrêmes, devraient accroître la prévalence de ce facteur-là comme cause de vulnérabilisation des réseaux et potentiellement de blackout, notamment avec ouragans, tempêtes, etc. Il faut remonter la chaîne électrique parce que le transport, c'est l'échelon au-dessus avec des câbles plus gros. Et là, c'est le problème de dilatation des câbles. Vous pouvez avoir des problèmes aussi d'incendie autour des câbles électriques. Et c'est pareil pour SNCF qui a de plus en plus ce problème-là à gérer, d'incendie spontané autour des lignes. Et il y a en plus sur la partie électrique un problème de production. Le nucléaire a besoin d'eau pour se refroidir dans la plupart des technos utilisés. Parfois c'est avec des colonnes d'air, mais il n'y en a pas tant que ça en France. En général, quand il fait chaud, il y a aussi des sécheresses, donc c'est un problème pour l'hydroélectrique. En général, quand il fait chaud, il n'y a pas de vent, donc il n'y a pas l'éolien qui produit beaucoup. Plus il fait chaud, au-delà d'une certaine température, et plus le solaire perd en efficacité de production. Il y a aussi les moyens du style gaz et charbon qui, comme le nucléaire, ont besoin d'eau pour se refroidir. Pour les clims aussi, il y a une température max. On a interviewé un gestionnaire de tous les systèmes techniques d'une clinique du 13e arrondissement en présence du directeur de l'établissement. Et il nous disait, mais moi j'ai eu ça dans le privé aussi, avec des industriels qui ont besoin de travailler en atmosphère contrôlée. Dans la clinique, il nous disait, voilà, nos systèmes de climatisation, ils sont dimensionnés pour une température externe max de 42-43 degrés. Et si on dépasse cette température, c'est pas que la clim, elle fonctionne moins bien, c'est qu'elle s'arrête de fonctionner. Le réchauffement climatique est là et toutes les conditions sont réunies actuellement pour avoir ces grands feux. J'ai discuté récemment avec un pompier qui me disait, qui me parlait de la règle des 3,30. Dès que les 3,30 sont satisfaits, on se retrouve avec des feux de telle ampleur. Les 3,30, c'est quoi? C'est 30 km/h de vent. Bon, ça vient assez vite. C'est 30% d'humidité seulement dans la végétation. Donc avec les températures, avec la sécheresse, le stress hydrique, on se retrouve avec de la végétation qui est peu humide et c'est 30 degrés. Donc actuellement avec le réchauffement, les 30 degrés, on les atteint souvent et donc voilà, c'est la règle des 3,30 est malheureusement souvent là et on se retrouve avec des feux de telle intensité. Au moment où vous avez un incendie, le carbone qui était dans les arbres repart instantanément dans l'atmosphère. Vous avez d'autres phénomènes d'affaiblissement des puits qui ont commencé à prendre place depuis le début des années 2000. À cause d'un stress hydrique, vous savez que les plantes ont besoin d'eau pour pousser, donc les arbres sont des plantes, elles ont besoin d'eau pour pousser. À cause d'un stress hydrique qui a tendance à s'intensifier aux moyennes latitudes, vous avez une partie des forêts qui se portent de plus en plus mal et qui donc n'arrivent plus à compenser par la photosynthèse les émissions de carbone des sols, parce que vous avez les branches mortes, les feuilles, etc. qui se décomposent, ça vous fait des émissions de carbone. Et vous avez les incendies qui viennent se rajouter par-dessus. Et donc il est parfaitement possible, malheureusement, que l'ensemble des écosystèmes terrestres
d'ici à quelques décennies, ne représente plus du tout un puits, c'est-à-dire qu'elle ne soit plus du tout capable d'absorber une partie des émissions humaines, mais devienne à son tour une source, c'est-à-dire qu'à la faveur du dépérissement des arbres, je ne sais pas si c'est à la faveur, mais enfin, à cause du dépérissement des arbres, des incendies et de la limitation de la photosynthèse, eh bien, les écosystèmes terrestres deviennent eux aussi une source d'émissions et non pas un puits, et à ce moment, le processus commence à s'emballer et on ne sait pas trop où il s'arrête. Vous mettez en branle, à partir de 1,5 degrés, des processus qui sont déjà à l'œuvre aujourd'hui, mais vous les mettez en branle de manière beaucoup plus radicale, des processus néonaturels de réchauffement. C'est-à-dire qu'à partir de ces 1,5 degrés, il y en a 3-4 processus naturels qui sont des boucles de rétroaction positive. Ça veut dire que votre réchauffement va déclencher des phénomènes naturels qui vont renforcer le phénomène. La courbe rouge, c'est le pire des scénarios. On sait qu'après 2100, sauf si on est très très proche des 2 degrés, eh ben, la température va continuer à augmenter sur la planète Terre. Et en fait, on sait même depuis cette courbe-là que quantité de boucles de rétroaction positive n'avait pas été correctement comptabilisée et qu'en fait, l'augmentation au cours des siècles prochains risque d'être plus grande encore. Grosso modo, la planète à 4 degrés, c'est désertique jusqu'au nord de l'Europe. Pour vous donner une idée de ce que ça fait sur les écosystèmes. À partir de 1,5 degrés d'augmentation de la température, ce sont ces boucles-là qui se mettent en place. Et là, face à ça, même si du jour au lendemain, par un coup de baguette magique, nous, on arrête d'émettre du carbone, ça ne changera rien. Parce que la planète en émettra du carbone et du méthane par elle-même. Et c'est pour ça que c'est extrêmement dangereux. Parce qu'à partir du moment où on déclenche ça, on va vers des augmentations de température, non plus de 2, 3, 4, mais même plus. 5, 6, 7 degrés. Et donc remonte le temps jusqu'à une période de l'histoire de la planète qui était beaucoup plus chaude qu'elle ne l'est aujourd'hui et beaucoup moins favorable à la vie de manière générale et à la vie humaine en particulier. D'autant moins que ce choc-là d'augmentation de température interviendra en l'espace d'un clin d'œil à l'échelle géologique et donc ne permettront pas à l'ensemble des espèces animales et végétales de s'y adapter. Autrement dit, si on perd le contrôle de ce thermostat mondial-là, et que ça dérape dans les décennies qui viennent, effectivement, c'est l'effondrement. Je ne vois absolument pas comment la majeure partie de l'humanité même pourrait y survivre. Donc c'est une catastrophe. Selon Météo France, pas une ONG environnementale quelconque, en 2050, si on suit un scénario business as usual, c'est-à-dire si on n'arrive pas à changer rapidement de trajectoire, on pourra avoir une carte des pics de chaleur qui ressemble à ça. Vous voyez, le point au nord, à plus de 54 degrés, c'est l'île. Et 2050, c'est demain. Nous aurons votre âge, peut-être. Dans le premier rapport du GIEC, on disait que, si rien n'était fait, on irait vers des réchauffements de 3-4 degrés vers 2050. Ça c'était déjà écrit. 5-6 degrés, c'est après 2050. On protège de futilité. Mais le droit fondamental qui est celui de continuer à vivre, le droit de pouvoir sortir de chez soi sur une planète où nous n'aurons pas des canicules de 40 jours qui mettront notre vie physique en danger. Parce que quand la température extérieure dépasse la température homéostatique du corps humain, nous ne fonctionnons pas en climatisation. On ne fonctionne pas durablement en mode climatisation. La biologie ne nous a pas adaptés à ça. Donc pour le dire simplement, quand on va mourir en sortant de chez soi, parce que ça ne va pas durer une journée, mais d'après les études récentes, environ 74% de la population mondiale sera soumise à des canicules potentiellement mortelles à la fin du siècle. On ne parle pas de l'inconfort des étés grenoblois un peu désagréables là. On parle de choses sérieuses. Ça, c'est une privation de liberté fondamentale. L'angoisse, c'est l'anticipation d'un péril flou ou d'un péril dont la cause est floue et qui nous laisse dans l'incapacité de monter une réaction un peu articulée. Renvoyer les gens à l'éco-anxiété, c'est les renvoyer à un problème qui n'est pas flou. La planète crame, on va cramer dessus, etc. Tout ça est assez bien identifié. Il faut que les émissions globales soient à leur maximum d'ici 2025. Donc c'est exactement demain. Moi, j'ai dialogué avec plusieurs responsables, certains d'entre eux tête de liste aux européennes, à qui je disais tout de même, le climat, on n'en parle pas beaucoup, peut-être pourrait-on en parler davantage, qu'est-ce que vous proposez? Et la réponse était, je crois en le génie humain, je crois en l'inventivité de l'homme, nous nous sommes sortis de toutes les situations, la technologie nous sortira de celle-là. Quand on parle d'énergie, de climat, on arrête de rêver. On connaît les forces, on connaît les lois de l'énergétique. La technologie permettra d'augmenter les rendements, pas de changer le monde. Autrement dit, comme le disait un grand prix Nobel de physique qui s'appelle Richard Feynman, la nature ne peut pas être dupée. Donc vous pouvez produire des discours qui violent les lois physiques, mais ces discours ne seront jamais capables d'entrer dans la réalité. Le pire, c'est le scénario 3-4 degrés où les sociétés ne tiennent plus le choc. C'est une espèce de scénario à la Mad Max
où les États se sont effondrés de partout et où justement il y a des conflits entre des morceaux de population pour accéder aux ressources restantes. Nous n'avons pas affaire à un problème d'ingénierie. Pour le dire de façon extrêmement claire, si nous n'émettions pas 1 gramme de CO2, nous serions quand même dans la 6e extinction massive. Donc si on prend le problème par le petit bout de la lorgnette, il faut diminuer les émissions de CO2 et continuer le reste comme à l'habitude, nous n'avons strictement rien résolu. À partir de 3 degrés de hausse, on considère qu'il y aura de l'insécurité alimentaire généralisée sur la planète. Et vous vous rappelez que les déclencheurs des révolutions, c'est toujours quand les gens n'ont pas à manger. Pour les années qu'il reste à vivre à l'humanité, on va se retrouver de façon croissante à devoir gérer un dilemme qui est que ou bien on laisse dériver de façon importante avec un effet retard des perturbations environnementales qui causeront des effets délétères, ou bien on se serre la ceinture pour éviter ce qu'on peut éviter dans ces perturbations, au risque à ce moment de faire imploser les structures sociales parce que la contrainte sera trop forte. Et à partir de maintenant, eh bien, malheureusement, plus le temps passera et plus on aura ce genre de dilemme qui va s'intensifier et plus on devra osciller entre de la contrainte de court terme et l'accumulation de quelque chose d'encore plus violent mais un peu plus tard. Ça va être ça vraiment le monde dans lequel on va devoir vivre. Alors c'est peut-être pas très joyeux à savoir, mais malheureusement, c'est le contexte dans lequel on va vivre. Ou bien on laisse les émissions dérivées parce qu'on se dit socialement c'est impossible de contraindre les financiers à gagner moins d'argent, c'est juste impossible. Donc à ce moment, on signe pour une régulation environnementale accrue, c'est-à-dire que c'est le système qui nous imposera ses limites. Ou bien on se dit non, on veut essayer de durer encore un certain temps, du reste on peut se poser la question de savoir combien de temps. Et à ce moment, c'est ceinture et régime tout de suite. Et à ce moment, évidemment, la question, c'est comment est-ce qu'on organise le moins pour tout le monde qui en découle. Voilà. Donc on est coincé aujourd'hui entre ces deux objectifs-là. Jamais on n'arrivera collectivement, politiquement, globalement, à l'échelon de tous les États-nations, à prendre des mesures suffisantes à la hauteur de cette catastrophe. Jamais. On n'y arrivera pas. On est incapable de le faire parce que ça supposerait, par exemple, de diviser par 10 le PIB de la France en 2 ans. Eh bien, aucune personne n'acceptera ça. Et donc, ça nous tombera sur le nez, alors que les éléments objectifs de cette catastrophe sont déjà là, présents sous nos yeux. Et si c'est au cœur d'un programme de civilisation, il y a nécessairement des contreparties, assez désagréables pour nous qui sortons de 2 siècles de croissance ininterrompue, qui s'appellent la contraction du pouvoir d'achat et tout un tas d'autres trucs qui aujourd'hui sont considérés comme absolument inconcevables. Voilà. Alors, sauf que j'ai une très bonne nouvelle pour vous. Je crois que c'est Le Châtelier qui a dit que les systèmes n'aimaient pas se trouver hors d'équilibre. Aujourd'hui, nous avons 1000 systèmes hors d'équilibre, donc il se régulera de toute façon. Donc la question n'est pas de savoir si on veut que le système change ou pas. La question est de savoir si on veut qu'il change avec nous ou sans nous. Et en général, quand les systèmes changent sans nous, il n'y a que 2 grands modes de régulation dans le monde, enfin ou 3 plus exactement, l'oppression politique, la famine, la maladie. La guerre étant une forme particulière d'oppression politique. Voilà. C'est les 3 grands modes de régulation. Il n'y en a pas d'autres. Donc si on dit « je veux pas », c'est qu'on est d'accord pour la guerre, la famine et la maladie. C'est assez simple. C'est très simple. Entre 1348 et 1352, il y a eu la peste noire. La moitié des Européens sont morts en 4 ans. On est 500 millions actuellement, 500 millions. Vous allez me dire, je sais pas, en 2025, on sera plus que 250 millions. Vous imaginez le traumatisme, la psychologie, la tristesse, la dépression, au sens dépression nerveuse, psychologie. Tout le monde deviendra fou, quoi. Et alors c'est d'autant plus terrible que c'est très bien décrit dans l'excellent livre, un livre qui a été écrit à cette époque-là, par Boccace, qui s'appelle Le Décaméron. Il vivait à l'époque à Florence, en Italie. Florence, pareil, a été décimée par la peste noire. Et il décrit très bien, c'est que ce sont vos proches, qui pourtant sont vos amis, voire même vos amants, vos maîtresses, vos enfants, vos pères, vos mères, votre médecin, votre curé, votre psychologue, qui deviennent vos rivaux pour la survie. La politique, c'est s'entraider localement ou s'entretuer. Regardons les faits durs. Et qu'est-ce qui fait changer les gens? Ce n'est pas les discours, c'est quand on en prend plein la gueule. C'est quand vous souffrez. Là, il y a du réel.
Et donc Macron, ou les autres, je dis Macron, c'est un symbole, changera de politique quand il en prendra plein la gueule, c'est-à-dire quand il souffrira dans son corps, dans sa chair, et que ses proches seront morts. Là, vous changez de politique. Sinon, mais tout va bien pour nous, on est riches. Tant que les élites économiques et politiques n'ont pas de problème, rien ne changera. Il faut qu'ils souffrent dans leur corps, j'insiste bien. Ils sont marxistes, en fait. Ils pensent que c'est l'économie, comme disait notre ami Marx, qui est déterminant en dernière instance. Pas du tout. Ce qui est déterminant en dernière instance, c'est la biologie, c'est la vie ou la mort. C'est ce dont on parle d'ailleurs depuis une demi-heure, c'est de la vie et de la mort. C'est pas de la culture des fraises à Plougastel. Si nous continuons l'évolution actuelle de la population et de la production industrielle démentielle, nous allons à l'effondrement total de notre planète, de la vie sur la Terre, vers le milieu du siècle prochain. Je bois devant vous un verre d'eau précieuse, puisque avant la fin du siècle, si nous continuons un tel débordement, elle manquera. Il faut maintenant plus parler gentiment, il faut hurler, puisque nous allons droit à la mort. Je ne suis pas optimiste, mais je maintiens un espoir qu'on trouvera le chemin et qu'entendant la gravité des dangers, leur totalité, on retrouvera le sens commun et créera une sorte de communauté humaine. Bon, maintenant il faut prendre conscience et connaissance des nouvelles réalités. Si nous ne sommes pas capables de faire ça, alors je pense que les souffrances humaines seront presque infinies. Les désastres bien plus grands que ceux du passé